Bien, bonjour à tous et bienvenue à ce dernier cours de l'année 2013-2014. Donc ce cours n'est pas comme d'habitude parce que les séminaires sont avant. Alors pourquoi y a-t-il deux séminaires aujourd'hui? Celui de Virginie von Wassenhof qui va commencer a été prévu depuis le début et j'avais prévu de faire le reste de la séance sur les questions reçues pendant l'année. Je n'ai pas reçu beaucoup de questions pendant l'année, sauf la dernière semaine. Donc je me suis dit, c'est le moment de faire un deuxième séminaire de neurosciences. Alors il se trouve que j'avais rencontré Cyril Rossan, qui est dans le même couloir que moi, parce que maintenant je fais partie du labo de biologie d'Alain Prochian, parce que ça m'intéresse beaucoup et parce que j'ai commencé à discuter avec les gens de neurosciences et que le cerveau est complètement plein d'horloges et de temps multiples, donc il est surtout le vôtre en ce moment, et donc il est tout à fait dans la ligne du cours. Et donc Cyril Rossan a fait sa thèse là-dessus, et m'a dit qu'il y aurait un excellent sujet de séminaire à faire par Romain Brett, avec qui il a fait sa thèse, qui est chercheur à l'école normale supérieure, maître de conf à l'école normale supérieure, à côté, et qui donc travaille sur les neurones. Donc ces deux séminaires vont commencer la journée. Et ensuite, je répondrai aux questions de l'année. Donc, j'ai préparé une espèce de blog sur les transparents, mais que j'essaierai de mettre en ligne aussi, ce qui permettra à tout le monde d'envoyer d'autres questions qui ne seront pas forcément posées en salle, parce qu'une demi-heure de réponse de questions pour l'année, ça va être ce qu'il faut. Et en revanche, je terminerai par quelque chose que j'avais envie de faire depuis le début, une autre vision du temps. Au lieu de faire un cours d'informatique, on va faire un cours de déformatique. La déformatique est une nouvelle science qui a été créée 3 jours après ma leçon inaugurale de 2009 en fait, à la Cité des Sciences, par une leçon inaugurale de déformatique. Et donc vous allez voir la création de 2 startups liées au temps et la solution du problème de la matière noire dans l'univers. Donc ne partez pas après les séminaires. Voilà, donc je passe la parole tout de suite à Virginie qui va donc nous parler de cerveau, cognition et temps. Sujet absolument passionnant, qui est un peu différent de celui de l'informatique, mais après tout, il faut toujours élargir les sujets. Très bien, donc je voulais tout d'abord remercier Gérard Berry pour son invitation. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui et d'avoir l'opportunité de discuter des thèmes de recherche qui nous sont chers au sein du groupe de recherche. Et donc cerveau, cognition et temps. Par ailleurs, c'est une thématique qui a sans doute un siècle de recherche, donc j'ai dû faire une sélection drastique des thèmes que j'allais couvrir, avec un biais certain sur nos thématiques de recherche, évidemment. Donc, les objectifs du séminaire sont de traiter le temps, la manière dont on conçoit le temps dans les neurosciences cognitives. Ensuite, de vous donner une illustration des outils qui peuvent être utilisés pour quantifier la dynamique cérébrale, donc le système entier, ce que l'on utilise dans notre groupe. J'aimerais aussi illustrer 2 approches très différentes et questionnements très différents dans les neurosciences cognitives, à savoir d'un côté, on peut poser la question de la logistique temporelle, c'est-à-dire quelle que soit l'information qui est traitée au sein du cerveau, quelles vont être les opérations temporelles qui permettent de les organiser et d'avoir une structure temporelle. Donc là, il ne s'agit pas nécessairement de la perception du temps, mais de la structuration temporelle des événements. Et le deuxième point qui est, lui, plus spécifique à la perception du temps elle-même, à savoir les opérations qui vont avoir lieu sur le contenu mental qui est une représentation du temps cette fois. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va percevoir la durée, l'ordre des événements, le rythme par exemple. Et quatrièmement, donc, la conclusion sera l'hypothèse que le cerveau humain abstrait du temps et nous permet justement d'avoir des représentations mentales dénuées en fait de temporalité. Alors le temps tout d'abord, lorsque l'on parle du temps au niveau des organismes, on a généralement la première idée des horloges biologiques. Donc dans les horloges biologiques, vous avez ici une coupe sagittale d'un cerveau de rat avec 3 parties colorées. La première qui est en rouge, qui dénote les aires cérébrales qui ont des oscillateurs, ce qu'on appelle les oscillateurs autonomes. Ensuite, vous avez en bleu les oscillateurs semi-autonomes et en vert, ce qui inclut le cortex, les oscillateurs esclaves. Donc, les horloges biologiques, l'idée d'horloge biologique qui peut être observée à la fois au niveau moléculaire mais aussi au niveau de l'organisme va avoir attrait à l'organisation temporelle vis-à-vis des rythmes circadiens. Donc, par exemple, on peut regarder un mammifère qui va avoir une activité
particulière ici lors d'une journée, donc ici 4 fois dans cette journée, qui va être relativement régulier et qui va donc être rythmé par l'entraînement des oscillateurs autonomes qu'on peut trouver dans le noyau suprachiasmatique vis-à-vis de l'alternance jour-nuit, donc des rythmes nocturnes diurnes. Si on plonge ce mammifère dans l'obscurité ou si on supprime en fait l'alternance jour-nuit, on va alors observer que les oscillateurs continuent à avoir un rythme. Cependant, au lieu d'avoir un rythme qui va être calé sur l'alternance jour-nuit, on va commencer à avoir un déphasage. Donc le rythme est préservé, mais il existe un délai qui va s'installer sur l'entraînement jour-nuit qu'on verrait régulièrement. Alors malheureusement, je ne vais pas vous parler de cet aspect-là aujourd'hui parce qu'il s'agit d'une échelle de temps qui correspond au rythme circadien, donc qui est à l'échelle des heures et qui va être certes intéressant, mais qui ne va pas nécessairement concerner le type d'information dont on est intéressé au sein du cerveau pour la structuration temporelle. Donc en fait, ce dont on va parler aujourd'hui sont des intervalles de temps ou des échelles de temps qui sont un peu plus petites, de l'ordre de quelques millisecondes à dizaines ou centaines de millisecondes, et qui vont permettre justement de structurer la perception temporelle, mais aussi d'expliquer pourquoi on a une perception de la durée, du rythme, de la simultanéité, jusqu'à des échelles beaucoup plus abstraites, par exemple la possibilité qu'on a de se projeter dans le futur, donc de s'imaginer le passé ou le présent, ou même d'avoir des représentations linguistiques qui permettent justement pour l'être humain de discuter du temps. Alors notre problème en neurosciences cognitives, il est un peu tripartite. Il y a évidemment le temps de la physique qu'on peut quantifier avec les chronomètres. Donc là, je ne parle pas de la physique quantique, on est à l'échelle du temps qui est observable à l'échelle humaine. Donc on peut chronométrer une certaine durée entre deux événements. Le physicien peut nous donner ces valeurs-là. Ensuite, on a l'aspect des neurosciences où on doit essayer de quantifier l'activité que l'on voit soit au sein du neurone seulement, soit au sein d'un système de neurones. Et puis il y a le temps psychologique qui est l'expérience temporelle que nous avons tous. Et donc le problème, c'est de mettre en lien ces trois aspects en sachant que le cerveau est en fait à la fois l'encodeur, le calculateur et l'observateur des données temporelles. C'est-à-dire que le cerveau doit extraire les statistiques temporelles de l'environnement, les représenter et éventuellement expliquer notre perception du temps à différentes échelles. Donc en fait, lorsque l'on parle de temps psychologique, ça implique des opérations multiples qui vont avoir lieu sur différents types de données. On doit par exemple expliquer l'encodage des statistiques temporelles, on doit expliquer comment le cerveau va permettre de cartographier temporellement les événements, donc ce qu'on appelle généralement les cognitive maps, ou les cartes cognitives internes. Quantifier les relations temporelles, donc une fois qu'on a encodé des événements particuliers, comment est-ce que le cerveau va calculer par exemple la différence entre ces deux événements. Évidemment, expliquer la conscience phénoménologique, c'est-à-dire le ressenti perceptuel que l'on a du temps qui passe par exemple, mais aussi coder, mémoriser, préserver la sémantique de ces événements pour les retrouver dans la mémoire et, comme je vous l'ai mentionné précédemment, réussir à communiquer ces informations. Donc en fait, le temps psychologique, ce n'est pas juste la perception de la durée, mais ça a une dimension qui est très complexe et vraiment à des niveaux très différents. Alors pourquoi est-ce que ça pose un problème de réaliser que le cerveau est à la fois l'encodeur, l'observateur et le calculateur? C'est un problème qui avait été mentionné par Daniel Dennett, un philosophe, qui est le problème du théâtre cartésien ou de la régression à l'infini de l'homonculus. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du cerveau, il n'existe pas un autre cerveau qui va lire le cerveau. Donc toute théorie en neurosciences doit réussir à expliquer le fait que le cerveau peut se suffire à lui-même et en fait est un référentiel à soi-même. Donc c'est le plus gros problème en fait à résoudre au niveau des neurosciences cognitives. Une proposition qui nous a été donnée dans les années 80 par David Marr et ensuite Tommaso Poggio, c'est l'hypothèse tripartite. Donc c'est d'approcher le système de trois façons différentes. La première, de considérer les calculs ou les computations qui sont impliqués dans les calculs des événements ou dans les calculs des représentations. L'algorithme qui, lui, va s'intéresser aux opérations elles-mêmes, mais aussi aux représentations que le cerveau doit avoir, donc en quelque sorte le code neuronal.
Et évidemment, l'implémentation neurobiologique, donc le fait qu'on soit effectivement intéressé par un cerveau, et donc réussir à expliquer comment le cerveau implémente ça. Et éventuellement, ces trois descriptions, ou ces trois niveaux de description du fonctionnement cérébral doivent aussi être expliqués en termes de leurs interrelations, c'est-à-dire entre ces trois niveaux, quelles sont les relations. Donc une possibilité qui est par exemple évoquée par György Buzsáki est l'observation que le système cérébral est évidemment en communication avec l'environnement, mais qu'à un certain niveau computationnel, un certain niveau de calcul, il commence à s'abstraire en fait de cet environnement et lit son information lui-même, c'est-à-dire pour essayer d'expliquer en fait l'approche référentielle. Donc c'est en bref ce que l'on généralement résume par le calcul, l'algorithme et le problème de l'implémentation. Alors quels sont les outils des neurosciences cognitives qui nous permettent d'adresser ces problèmes? Donc, je vais essentiellement parler de l'humain et non pas vraiment de l'animal. Donc vous êtes sans doute assez familier avec les échelles avec lesquelles on peut observer le système cérébral, donc qui est évidemment le système entier du cerveau humain. On peut regarder différentes régions et on peut aller jusqu'à l'échelle du simple neurone. À chacune de ces échelles neuroanatomiques, on peut associer des échelles fonctionnelles qui vont, elles, avoir attrait à la dynamique soit du neurone simple, soit du système en entier. Donc pour cela, chez l'humain, et chez l'animal d'ailleurs. Donc on va avoir des enregistrements ou des quantifications qui vont être plus ou moins invasives. Vous avez ici une illustration en fait des différents types d'informations qu'on peut extraire quand on enregistre le cerveau. Si on regarde à l'échelle du simple neurone, et je pense que le séminaire suivant parlera également de ces aspects-là, si on regarde à l'échelle du simple neurone, on va avoir des potentiels d'action discrets. Si on regarde à l'échelle de plusieurs milliers de neurones, on a ce qu'on appelle les local field potentials, ce sont donc les potentiels électriques locaux, qui vont donc décrire cette fois l'activité de plusieurs neurones qui vont être synchronisés ou non ensemble. Et chez l'humain de manière non invasive, parce que ces méthodes-là jusqu'à présent sont invasives, on va utiliser soit l'électroencéphalographie, soit la magnétoencéphalographie. Donc ces deux méthodes-là sont en fait non invasives. Vous avez ici les pionniers en fait, de ces deux techniques. L'électroencéphalographie est en fait une technique qui est très ancienne et qui a permis déjà de décrire ce qu'on a appelé les oscillations neuronales. Et ici, c'est pour illustrer qu'il s'agit bien d'une méthode non invasive. Il s'agit d'un bébé que Ghislaine Dehaene-Lamberts à Neurospin a étudié et il paraît assez sympathique. Actuellement, on peut également enregistrer à la fois le EEG et la MEG ensemble. Donc pourquoi ces techniques sont intéressantes? Elles permettent d'enregistrer principalement les neurones qui sont situés donc, dans la couche corticale, qui sont les neurones pyramidaux, qui constituent à peu près 85% du type de neurones que l'on peut observer au sein du cortex. Et ces deux techniques sont un peu complémentaires, puisque l'électroencéphalographie enregistre essentiellement l'activité électrique des populations de neurones, alors que la magnétoencéphalographie enregistre l'activité magnétique qui y est associée. Donc en termes de neuroanatomie qui est enregistrée, pour la magnétoencéphalographie, on va essentiellement regarder l'activité au sein des sillons, alors que pour l'activité en EEG, on va essentiellement regarder l'activité dans les circonvolutions. Et dans ce type d'activité cérébrale, on enregistre des dizaines de milliers de neurones qui sont actifs ensemble. En psychologie, donc à partir des outils de la neuroscience, on peut également combiner ces méthodes de neuroimagerie avec les techniques plus classiques de la psychologie et donc avoir des expériences qui se font lorsque le sujet est dans la machine. Vous avez ici, par exemple, une expérience, en fait. Donc vous avez dû voir un changement de couleur. Chacun des mouvements de la barre sur cette horloge a en fait exactement la même durée. Mais quand il y a un changement de couleur, l'impression doit être que la durée est étendue. Donc c'est ce qu'on appelle ici une dilatation temporelle, qui est subjective, puisque physiquement la durée est exactement la même lorsque l'on quantifie les différents battements. Mais lorsque vous prêtez attention à ce changement de couleur, le temps va donc se dilater.
Donc ce genre d'étude peut être, ce genre d'expérience peut être effectué effectivement dans les machines. Alors, nous allons passer maintenant aux données empiriques et aux différents modèles, donc ce que j'appelle la chronoarchitecture et l'encodage événementiel au sein du cerveau. Et on va prendre une hypothèse assez simple pour amener là où je veux vous emmener en fait. Donc déjà, le cerveau, il s'agit d'un système dynamique modulaire, c'est-à-dire qu'il existe beaucoup de réseaux spécialisés au sein du cortex. Et cela pose effectivement un problème au niveau des calculs, puisqu'on a à la fois affaire à des calculs qui vont être à la fois sériels et parallèles. Et on va donc avoir besoin de parser et de segmenter l'information qui arrive au cortex, que ce soit visuellement ou de manière auditive, pour éventuellement arriver à une certaine discrétisation, c'est-à-dire une représentation cérébrale, donc une représentation de l'information qui n'est plus en lien direct avec la réalité en soi, donc le code neuronal. Donc Sachs et Tversky nous ont défini très simplement ce que pourrait être un événement. C'est un segment de temps qui va être conçu par un observateur comme ayant un début et une fin. Donc ça sera la définition que j'utiliserai par la suite. Et donc la perception d'une structure événementielle temporelle donc, est le processus par lequel un observateur, et évidemment ici il s'agit du cerveau, identifie les débuts, les fins et leurs relations entre elles. Donc prenons un exemple simple. Nous sommes le cerveau, deux informations nous arrivent. Par exemple, il s'agit d'un code binaire d'un potentiel d'action, donc il est codé entre 0 et 1. On a deux neurones ou deux aires cérébrales qui vont être actives ou non actives. Et le but du jeu est de déterminer si ces deux informations sont identiques, si elles débutent en même temps ou si elles ont la même durée. Donc la première approche la plus simple serait de comparer événement par événement si on a effectivement le même encodage ou le même symbole. Avec ce type d'approche, ça va être assez difficile puisque parfois on va avoir le même numéro, enfin le 0 ou le 1 et 0 vont eux différer, donc c'est un peu difficile de donner une réponse ici. C'est en fait le parallèle que je fais avec ça, c'est d'imaginer que les latences de réponse, donc les vitesses de réponse au sein des aires cérébrales, vont donner l'indication du temps au sein du cerveau. Donc ça devient très difficile. Vous avez ici par exemple les latences, donc les réponses au sein d'aires cérébrales visuelles classiques. Donc ici il s'agit des noyaux thalamiques jusqu'aux aires qui sont plus spécialisées. Par exemple MT c'est l'aire pour le mouvement qui décode le mouvement visuel et V4 est l'aire qui décode la couleur. Et vous voyez sur l'échelle des temps ici qu'il peut y avoir jusqu'à 30, 40, voire parfois 50 à 60 millisecondes de décalage pour un événement. Donc imaginez un événement où, par exemple, un ballon rouge qui traverse votre champ visuel. Si on se réfère aux latences qui sont indiquées ici, on devrait percevoir la couleur bien après avoir perçu le mouvement et non pas une unité qui serait le ballon rouge qui traverse votre champ visuel. Donc c'est le cas pour le système visuel, c'est le cas aussi à travers différentes aires comme le cortex auditif ou cortex visuel ou même le somatosensoriel. Donc on a ce problème de latence qui est là. Par ailleurs, le coût computationnel serait relativement élevé puisqu'il faudra avoir un lecteur centralisé, en quelque sorte des latences, qui permettrait à quasiment chacune des millisecondes de traiter l'information et de la comparer. Donc c'est assez coûteux. Une autre approche, c'est de considérer qu'il existe des fenêtres de temps. Donc là, on peut regarder le cerveau d'une autre façon, c'est-à-dire regarder les rythmes qui peuvent être intrinsèques au cerveau. Ce que vous avez ici, c'est l'amplitude et la fréquence de l'activité neuronale d'une tranche de cerveau en fait, qui a été mise dans un Petri-dish sur le côté. Donc en fait, avec la saline et avec les neurotransmetteurs qui sont adéquates, ce qu'on voit dans cette tranche cérébrale, c'est qu'il existe des rythmes intrinsèques qui ont des fréquences particulières. Donc ici, on va jusqu'à 1 à 100 Hz, et chacune de ces fréquences porte un nom. Ce que l'on observe là, c'est une tranche de cerveau qui est à l'extérieur, donc qui n'est pas dans l'organisme vivant, mais en réalité, ces bandes de fréquences que l'on observe là, donc cette activité neuronale, peut être également observée chez les mammifères et chez l'humain. Donc vous avez ici, par exemple, la représentation pareillement de l'amplitude en fonction de la fréquence, avec certains pics qui sont trouvés. La description des différentes bandes de fréquences qui vont jusqu'à peu près 200, parfois 600 Hz, mais généralement on est aux alentours de 100 à 200 Hz.
Et ici, pareillement, la description fréquentielle avec certains pics qu'on peut voir qui ont tendance à être plus intrinsèques. Donc ici, c'est chez la souris. Comment sont générés ces signaux en fait? Donc ils ont évidemment une origine biologique. Et il y a au moins trois origines distinctes. La première, c'est d'avoir une structure qui va permettre d'avoir une oscillation qui est intrinsèque. Donc il s'agit en fait d'une connectivité entre des populations excitatrices et des populations inhibitrices. On peut avoir des interactions qui vont être réciproques ou non réciproques. Et là, on va regarder à une connectivité qui va être plus complexe, donc qui va encore une fois impliquer soit de l'inhibition, soit de l'excitation, mais à différents régimes. Donc vous avez pour illustration ici, dans le cadre d'une propriété intrinsèque du système, par exemple les bandes gamma, qui sont des oscillations ou des fréquences de plus haut niveau. Alors par ailleurs, ce type de rythme d'origine biologique connue peut aussi nous renseigner sur l'architecture, en fait, la structure neuroanatomique qui les génère. C'est-à-dire que ce sont des recherches qui sont vraiment d'actualité. Et on s'aperçoit en fait que selon les couches cérébrales dans lesquelles on est, selon les systèmes dans lesquels on est, si on voit par exemple une bande de fréquence dans le gamma, on va s'apercevoir qu'il s'agit plutôt d'une information qui va aller des plus bas niveaux au plus haut niveau. Donc c'est ce qu'on appelle le bottom-up. Alors que, ce qui est indiqué ici. Alors que lorsqu'on regarde l'activité bêta, qui est elle plus dans une bande de l'ordre de 20 Hz, on va avoir affaire à une information qui va être traitée plutôt en top-down, c'est-à-dire qui va des aires par exemple frontales et qui retourne sur les aires sensorielles. Donc en fait, il existe une certaine identité fonctionnelle maintenant qui va être appliquée à ces différentes bandes de fréquences avec une structure dont on peut inférer l'origine. Alors en magnétoencéphalographie, on peut justement quantifier ces informations. Vous avez ici par exemple un signal qui a été enregistré donc, chez l'humain de manière non invasive et qui n'est pas filtré. On peut partir sur le spectre fréquentiel et généralement on va voir la bande alpha qui est elle définitivement une fréquence d'origine endogène et donc intrinsèque que l'on voit au repos ou au sommeil ou dans le sommeil. Et on peut traiter ces signaux en faisant une décomposition fréquentielle pour essayer de quantifier en fait l'information sur ces différentes bandes de fréquences. À partir de là, on va pouvoir traiter ces oscillations avec des outils assez techniques qui permettent de quantifier soit la fréquence à laquelle on est, soit l'amplitude, soit même la phase. Donc, quelles sont les conséquences de ce type de quantification au niveau de l'activité ou de la dynamique cérébrale? Tout d'abord, il va y avoir des contraintes temporelles qui vont être nécessaires sur l'architecture cognitive, à savoir que commencer à regarder non pas le temps en termes de millisecondes après millisecondes, c'est-à-dire en termes de latence, mais à commencer à raisonner en termes de bandes de fréquences, on a des opérations qui vont effectivement durer dans le temps au sein du cerveau et potentiellement être en décalage ou calées sur la même temporalité. Donc ça complexifie un peu le problème et on commence à parler par exemple de cycles cognitifs. Et évidemment la question pour aujourd'hui c'est est-ce que cette logistique temporelle a lieu d'être quand il s'agit d'encoder le temps lui-même. Donc il y a eu des pionniers dans ce domaine-là, par exemple Ernst Poepel et Michel Triesman, qui ont commencé à mettre en adéquation ces rythmicités et le temps. Alors quelle est la conséquence pour notre exemple un peu simple? C'était au lieu d'avoir juste événement par événement ou une comparaison d'événement par événement, c'est de commencer à avoir une résolution temporelle plus large, donc de pouvoir prendre des fenêtres de temps avec lesquelles on peut comparer par exemple ces deux signaux. Donc dans ce cas-là, quelle que soit la fenêtre de temps, on se retrouve toujours avec deux informations qui semblent très différentes. Qu'est-ce que ça signifie? C'est ce que j'appelle ici le codage par intégration temporelle. En fait, si on regarde simplement la fréquence qui définit en fait la taille de la fenêtre, on va avoir une dépendance de facto sur la résolution de cette fenêtre en termes de l'information qui peut être intégrée. Par ailleurs, et pour notre problème aujourd'hui, on va avoir effectivement une perte de la résolution temporelle fine puisque l'information va être intégrée dans ces fenêtres de temps. Donc ce n'est pas très pratique pour la résolution temporelle. Cependant, la synchronisation qui existe entre ces différentes bandes de fréquences, donc entre ces différentes
population neuronale permet, elle, d'ouvrir des canaux de communication. Donc je vais vous illustrer quand même ce que le codage par intégration temporelle peut faire. Par exemple, il existe des nouveaux modèles sur l'encodage, par exemple, de la parole, qui est par essence une information dans le langage parlé qui se déroule dans le temps. Et certains modèles ont été proposés, notamment par Giraud et Popple, sur le fait que ces informations, l'information acoustique peut être segmentée sur ces différentes échelles de temps et ainsi représenter au sein du cerveau une information qui est cruciale pour le traitement du langage. Donc, ces bandes de fréquences en particulier qui font l'objet d'hypothèses sont la bande θ qui est aux alentours de 4 Hz, qui est le rythme que l'on peut observer au niveau des syllabes, et le gamma band qui est aux alentours de 40 Hz, qui est beaucoup plus rapide et lui permet d'encoder des informations d'une granularité temporelle plus fine. Donc ça, c'est un modèle qui existe, et comme je vous l'ai mentionné, une des problématiques, c'est qu'on va perdre une résolution temporelle. Donc, je vais vous montrer ici une illusion du langage parlé audiovisuel. Voilà, donc je peux faire ça ici. Donc, vous allez voir dans le carré qui est là, une personne articuler une syllabe. Vous allez l'entendre et vous allez la voir, et le but du jeu est de savoir ce que cette personne dit. Pa. Pa. Donc, la plupart d'entre vous devraient avoir entendu quelque chose comme ta. Oui, je vois des têtes. Ok. Je vais vous demander de fermer les yeux. Je vais jouer exactement la même vidéo. Pa. Cette fois, vous devriez avoir entendu pas. D'accord, on est d'accord. Très bien. Alors, il s'agit ici d'une illusion audiovisuelle où en fait le cerveau crée un percept qui n'existe pas, puisque en audition vous aviez un pas, en vision la personne articulait un K, qui est un KA, et le percept, pour la plupart des personnes chez qui l'illusion fonctionne, va être un ta. Donc ici, il s'agit d'intégration audiovisuelle qui dépend effectivement du temps. Mais je vous ai mentionné que si dans le langage parlé on utilise ces fenêtres d'intégration, on va perdre du temps. Et en réalité, quand on teste des sujets en désynchronisant l'audition et la vision dans ce type d'illusion, on se rend compte qu'effectivement la résolution temporelle n'est pas très fine. Donc ici, vous avez le pourcentage de perception simultanée des sujets qui ont été testés. Et ici, vous avez la désynchronie audiovisuelle qui a été présentée au sujet. Donc ici, le son précédait l'image visuelle, et ici, l'image visuelle ou la vidéo précédait le son. Et vous vous rendez compte que la perception de simultanéité est en fait, présente un plateau qui est de l'ordre de 200 à 300 millisecondes, c'est-à-dire qui est quand même relativement large par rapport à la précision temporelle qu'on attendrait à avoir dans ce genre de stimuli. Et donc ici, on a une illustration qu'effectivement, dans certains cas, on peut avoir une perte de la résolution temporelle, ce qui nous embête effectivement lorsqu'on veut essayer de comprendre comment le cerveau va encoder le temps et avec quelle précision. Donc se pose la question de la granularité pour l'encodage de l'information temporelle. Il existe des données des travaux qui ont commencé dans les années 80, avec l'idée que si on considère ces oscillations cérébrales comme étant spontanées, donc étant là a priori, la manière dont on va présenter les stimuli va déterminer par rapport à la phase de l'oscillation si on va intégrer ou non ces stimuli. Donc c'était des travaux préliminaires de l'équipe de Varela. Et par exemple, ici, vous avez l'illustration avec l'oscillation alpha. Deux flashs visuels, donc deux stimuli visuels très brefs, sont présentés à un moment donné par rapport à cette phase, et ils vont être considérés ou perçus comme étant simultanés. Si par contre vous présentez ces deux stimuli à un moment donné qui est différent, cette fois le sujet est capable de voir que les stimuli sont séquentiels dans le temps. Donc là, qu'est-ce que ça implique pour notre hypothèse de base ou pour notre illustration? Ce que l'on implique ici, c'est que les deux informations peuvent être comparées, également avec des fenêtres de temps, mais en ayant la possibilité de décaler un peu dans le temps ces informations. Il s'agit ici en fait d'un codage de phase qui est l'objet de beaucoup de recherches actuellement, y compris d'ailleurs au Collège de France. L'idée de ce type d'encodage, c'est que d'abord il préserve l'intégration, les propriétés intégratives des oscillations, puisque vous avez toujours des résolutions temporelles qui vont varier selon les oscillations qui sont impliquées dans l'analyse des signaux.
Vous avez une préservation de la résolution temporelle sur les bords des fenêtres. C'est quelque chose qui est peu coûteux puisqu'il s'agit de la manière dont le cerveau ou les populations neurales fonctionnent. Et l'idée également, c'est de fournir une référence temporelle qui est intrinsèque au système. Puisque l'on a des oscillations qui existent au sein de populations neuronales, elles peuvent de facto potentiellement donner une référence temporelle. Donc, je vous ai mentionné qu'il s'agissait de travaux récents. Je ne vais pas aller dans tous les détails de ces graphes ici, mais c'est par exemple le modèle qui est utilisé dans l'hippocampe avec le rat ici qui se déplace dans un labyrinthe. Ce qui se passe dans l'hippocampe, c'est qu'on observe une oscillation qui s'appelle l'oscillation θ, qui est de l'ordre de 4 Hz et qui est assez régulière et qui est à la base de l'hypothèse sur une référence temporelle pour le système. Sur la base de cette oscillation, on s'aperçoit que des assemblées neuronales vont avoir des décharges selon ou à une activité particulière selon l'endroit où le rat se situe dans le labyrinthe. Et de ce fait, vous avez des assemblées de neurones qui sont ici symbolisées, qui vont être plus ou moins actifs selon le lieu où le rat va être dans le labyrinthe. Et ce qui donc se passe dans ce type de système, c'est que quand le rat se déplace dans le labyrinthe, avec cette oscillation qui continue à exister au sein de l'hippocampe, les décharges de potentiel d'action pour chacune de ces assemblées de neurones va être à un moment différent ou à une phase différente dans cette oscillation intrinsèque. Et il a été proposé donc que ce mécanisme était un mécanisme d'encodage de la place ou du lieu, de la location dans lequel le rat se trouve, mais aussi potentiellement du temps, puisque quand le rat se déplace, le temps passe aussi. Donc il y a une incertitude sur cet aspect-là. Alors, nous avons voulu tester chez l'humain si c'était le cas, et si c'était un principe, s'il s'agissait d'un principe général ou s'il s'agissait d'un principe uniquement qui était basé sur l'hippocampe. Donc nous avons utilisé pour ça une illusion temporelle qui consiste à montrer de manière désynchronisée des stimuli auditifs et des stimuli visuels. On a utilisé une désynchronie qui est de l'ordre de 200 millisecondes. Donc ici, vous avez un son qui est présenté à peu près 200 millisecondes avant un événement visuel. Et les participants visionnaient donc ces événements pendant à peu près 1 minute. Donc pendant quelques essais, vous aviez un bip et un flash qui étaient présentés de manière désynchronisée. Lorsque vous faites ça, le sujet va ensuite shifter ou changer sa perception de la simultanéité des événements audiovisuels. Donc pour vous donner un peu l'intuition derrière ça, si vous regardez un film qui a été, dont l'acoustique n'a pas été synchronisée avec la vidéo, généralement vous allez avoir quelques secondes où vous allez vous apercevoir que c'est désynchronisé, et puis au bout d'un certain temps, vous vous habituez à la chose. Donc ça, en fait, c'est une manière simplifiée de tester cette problématique. Donc ce qu'on s'est posé comme question, c'est qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau lorsque vous êtes avant l'adaptation, avant la présentation de ces désynchronies, et après la présentation de ces événements désynchrones, sachant que votre perception va, elle, devenir celle d'une simultanéité. C'est-à-dire qu'au début, la désynchronie est perçue, ensuite, les événements sont perçus comme simultanés. Donc nous avons fait une expérience en utilisant la magnétoencéphalographie. Nous avions plusieurs conditions de désynchronisation et des contrôles que je vais passer. Et une astuce qu'on a utilisée avec la MEG, c'est qu'on a entraîné une oscillation. Donc pour être certain de savoir où caractériser où les choses se passaient, on a présenté les stimuli audiovisuels désynchronisés, synchronisés ou pas, à un rythme de 1 Hz. Lorsque l'on fait ça, on entraîne en fait une oscillation neuronale, donc les cortex sensoriels vont répondre également à 1 Hz. Donc ce à quoi ça ressemble, vous avez ici le cerveau d'un sujet par exemple sur lequel on a reconstruit l'activité qu'on enregistre avec la magnétoencéphalographie. Vous avez ici l'illustration d'un seul essai, donc il s'agit ici par exemple d'une réponse dans le cortex auditif qui a été moyennée à travers tous les essais présentés au sujet. Et en noir, vous avez chacun de ces essais. En noir, vous devriez voir un certain rythme en fait superposer une onde assez lente. Et c'est ce qu'on quantifie ici lorsqu'on le regarde à la fois dans le cortex visuel et dans le cortex auditif. Donc l'oscillation qui nous intéresse ici, c'est celle qui a été évoquée par l'entraînement à environ 1 Hz. L'hypothèse que l'on avait dans ce cas, c'était est-ce que la phase de cette oscillation allait pouvoir
nous donner une information sur la perception de simultanéité que le sujet avait quand on présentait un stimulus auditif et visuel. Donc, pour faire un dessin très, très simple, dans le temps physique, on sait très bien qu'on présente un stimulus audiovisuel désynchronisé à 200 millisecondes. Après adaptation, le sujet tend à les rapprocher dans le temps, puisqu'il a une perception de simultanéité. Donc notre hypothèse était de deux types. Soit l'entraînement neuronal est passif, c'est-à-dire soit la réponse à 1 Hz est passive. Dans ce cas-là, on a deux options. Soit la phase initiale et finale pendant l'adaptation sont absolument identiques, soit on a une phase de l'oscillation à 1 Hz qui va varier de manière random entre le début et la fin de l'adaptation. La deuxième option, c'est que si la phase est importante pour l'encodage du temps, alors on devrait voir ce type de système. Donc ici, vous avez le cortex auditif, ici le cortex visuel. Vous avez le résultat de l'adaptation ici qui amène ensemble dans une fenêtre de temps qui est perçue comme simultanée. Et donc l'idée, c'était qu'il y aurait une avance de phase, une avance dans l'analyse du signal acoustique, c'est-à-dire un délai de phase au niveau du cortex auditif, et il y aurait l'inverse, un délai de l'analyse visuelle pour essayer de rapprocher l'analyse du son et de la vision ensemble. Donc je vais passer tous les détails expérimentaux au terme de l'analyse pour aller directement au résultat. Notre hypothèse était vraie à moitié, puisqu'on a observé une asymétrie dans le système. Donc ici, ce que vous avez représenté, ce sont les données seuil de la perception de la simultanéité chez les sujets. Donc ici, il s'agit du temps conscient en quelque sorte, c'est-à-dire la simultanéité rapportée par les sujets. Même chose ici. Et en bas, sur l'axe des abscisses, vous avez la différence de phase entre le début et la fin d'une adaptation perceptuelle. Donc, dans le cortex visuel, on n'a pas trouvé de corrélation spécifique avec le report des sujets au niveau de la simultanéité, contrairement au cortex auditif, où on a trouvé une relation parfaitement linéaire entre le report des sujets et la phase de l'oscillation dans le cortex auditif. Donc, en quelque sorte, ce qui se passe ici, c'est que lorsque vous avez une avancée de phase dans les valeurs négatives au cours de l'adaptation, ça veut dire que l'analyse auditive va être avancée, va être délayée dans le temps. Et de ce fait, il faut présenter le son avant le visuel pour qu'il soit perçu de manière simultanée. D'accord ? Donc en fait, il s'agit d'un mécanisme de compensation des délais dans l'audition et dans la vision. Alors, il nous est souvent demandé, lorsqu'on présente ces données, s'il s'agit réellement d'une oscillation intrinsèque, parce que lorsqu'on regarde le spectre de la réponse d'une personne au repos, on n'obtient pas un pic oscillatoire à 1 Hz. Donc là, je vais vous présenter une étude qui est assez simple et qui montre en fait la possibilité de créer, entre guillemets, une oscillation mentalement. Donc dans cette étude par Nosaradan et collègues, ils ont présenté un son rythmique, donc un rythme en fait, et sur lequel ils ont demandé aux participants d'imaginer un tempo. Donc vous avez un son régulier et vous pouvez avoir un mètre de 1, 2 ou 3, donc différentes distances entre les différents tempos qui sont donnés au niveau du son. Et ils ont fait un enregistrement en électroencéphalographie. Donc ici vous avez en fait le son qui a été donné, le tempo régulier qui est donné effectivement par le signal acoustique, et ce qui a été demandé au sujet, donc de passer un des temps en fait, pour réaliser un autre rythme, et ici un rythme tertiaire qui est demandé. Donc, lorsqu'on enregistre en électroencéphalographie, ce qui se passe, tout comme l'étude précédente, on observe effectivement un pic à la fréquence du son qui a été donné, à 2,4 Hz, en l'occurrence ici. Quand les sujets, quand ensuite ils ont quantifié les données enregistrées en EEG sur la base du temps qui a été mentalisé ou du tempo qui était demandé au sujet, qui n'était donc pas présent dans le signal acoustique d'entrée, ce qui se passe, c'est que vous avez des pics de fréquence qui apparaissent sur la base de la mentalisation du rythme qui a été demandé au sujet. Donc vous préservez le rythme d'entraînement à 2,4 Hz, mais mentalement, même s'il n'est pas là dans le monde physique, vous êtes capable de générer ces pics de fréquence qui correspondent à la tâche, ce qui a été demandé de faire. Donc l'idée ici, c'est que même si on n'a pas d'oscillations intrinsèques qui peuvent être vues,
Les propriétés du réseau peuvent néanmoins permettre la génération de ces oscillations selon la tâche ou selon l'information qu'on est en train de traiter. Donc l'hypothèse de travail qui est actuellement en cours, en fait, c'est de se demander si l'intégration temporelle qui est permise classiquement par le fait d'avoir des systèmes oscillatoires est accompagnée en fait d'un système d'encodage temporel qui est automatique et donc en parallèle, c'est-à-dire l'idée d'avoir un code neuronal qui soit multiplex dans ce cas-là, où on pourrait de facto avoir à la fois une intégration de l'information lorsqu'il s'agit par exemple du langage parlé et en même temps un encodage temporel qui est réalisé en fait en même temps, de par la nature du système. Donc, nous sommes arrivés ici. Donc, par le biais de ces oscillations, on arrive maintenant à déterminer, avec un petit décalage ou un petit délai dans le temps, que ces deux informations sont en réalité les mêmes. Je voulais mentionner ici ce que je vous ai présenté jusqu'à présent, c'est ce qu'on a appelé le phase sense par certains chercheurs dans le domaine du temps, donc Church, Gibbon et Galistel, versus l'interval sense. Et je pense que c'est ce qui correspondrait à ce que Gérard Berry nommerait l'estampillage logique. Voilà. Donc l'idée maintenant, une fois qu'on a réussi à encoder un début et une fin d'un événement donné, la problématique est de calculer la durée, c'est-à-dire le temps entre ces deux événements. Et là, on peut repartir sur des systèmes ou des modèles qui sont beaucoup plus classiques, qui sont maintenant des modèles qui sont appelés les horloges, donc les horloges internes, qui consistent qui ont été générés déjà dans les années 60 par des personnes comme Treisman, Gibbon, Church et maintenant Meck. Il y a trois composantes dans ce type de modèle. Le premier, on a besoin d'un pacemaker, donc quelque chose qui va avoir justement un rythme, qui pourrait être une oscillation par ailleurs, qui va être connecté à un accumulateur. Donc il peut y avoir un interrupteur qui va permettre le comptage, par exemple, des cycles d'oscillation et qui vont être emmagasinés ensuite dans cet accumulateur. Et l'accumulateur va ensuite permettre de donner ces événements en comparaison. Donc le troisième point de ce modèle, c'est le comparateur, en référence avec des durées qui sont déjà en mémoire. Donc l'idée est qu'on vous présente une durée de, par exemple, une seconde et demie, et en mémoire, vous auriez déjà un template ou une représentation de ce qu'est une seconde et demie. Donc c'est le modèle prominent en termes de quantification du temps et notamment de la durée. Et il existe une implémentation au sein du cerveau qui s'appelle le Stradal Beat Frequency Model, que je n'ai pas mis là, le SBF, et qui repose cette fois-ci sur un système qui est beaucoup plus vaste et qui implique également les ganglions de la base, qui est une structure sous-corticale. Donc l'idée, c'est que dans les ganglions de la base, il existe des détecteurs de coïncidence de l'information. Il existe des oscillateurs, et ces oscillateurs vont être en communication quasi constante avec différentes aires cérébrales, donc les aires du cortex. L'idée ici, c'est que vous avez chez un animal l'encodage d'une durée avec un essai qui commence. Vous voyez déjà une décharge, ce qui est appelé ici le start gun, sur ce schéma. Et tout au long de la durée, vous avez une augmentation, on va dire, des décharges neuronales jusqu'à peu près la fin de cet instant qui permettrait d'encoder la durée. Donc le lecteur dans ce modèle devient le cortex et le calculateur de ces différents instants se trouve au niveau des ganglions de la base. Ce modèle a été essentiellement étudié, enfin beaucoup étudié chez l'animal, chez différents animaux. Chez l'homme, la trace de l'horloge interne peut être vue avec des expériences en électroencéphalographie. Et on peut démontrer, par exemple, des collègues de Marseille ont démontré qu'au niveau de la supplementary motor area, donc c'est l'aire supplémentaire motrice au niveau du cortex, qui est juste à côté du cortex moteur, on a une activité qu'on appelle l'activité rampante, qui va déterminer si on perçoit une durée courte, une durée longue ou une durée qui est à peu près celle qui a été demandée. Donc on voit ça à la fois dans la perception ou dans la production d'une durée. Ici, vous avez des données en EEG qui montrent la production d'une durée. Donc le sujet, on a demandé au sujet de produire une durée en appuyant sur un bouton, par exemple, d'1 seconde et demie. Et soit il était correct, avec un petit peu de variabilité, soit il était trop long, soit il était trop court.
Et vous voyez que dans cette activité rampante, on a la signature d'un événement qui va être perçu et produit comme trop long ou trop court. Des données ont été également faites et des méta-analyses sur beaucoup de données d'imagerie cérébrale, donc cette fois-ci en utilisant l'IRM fonctionnel. Dans cette méta-analyse, la conjonction de toutes les différentes tâches qui ont été faites dans le cadre d'une estimation de durée a présenté une activation dans cette même aire, c'est-à-dire la SMA. Que ce soit une tâche qui soit, encore une fois, dans la production d'une durée, dans la perception d'une durée. Donc jusqu'à présent, l'horloge interne est ici plutôt prometteuse. Et on voit également ce genre d'activité chez le singe, donc cette fois-ci en enregistrement plus invasif, où vous voyez encore une fois l'activité rampante qui peut être enregistrée au niveau de cette aire-là. Alors le problème actuellement, c'est que ces résultats sont un peu débattus pour plusieurs raisons, et je vais aller assez vite parce que je pense que je manque de temps. Donc, pour faire un peu le cataloguing, on va dire, des critiques ou des débats actuels, premièrement, quand on regarde d'autres études chez le singe dans ces types d'aires de la SMA, on va voir à la fois une activité rampante, donc une augmentation effective de l'activité, mais on a aussi des populations neuronales qui vont, elles, montrer une diminution de l'activité. Donc, il n'est pas clair si on a vraiment une accumulation ou pas de l'information dans ce cas-là. Les réplications chez l'humain n'ont pas été toujours probantes. Et quand il y a réplication, il y a des effets de tâche, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'automaticité dans l'encodage ou dans l'accumulation de cette information. Donc, ce qui pose une question quant à l'automaticité d'une horloge interne. Par ailleurs, les activités rampantes peuvent être vues dans beaucoup de cas. Donc là, j'ai retrouvé des études qui sont plus anciennes, dans les années 70 et dans les années 60. Ici, vous avez un enregistrement, encore une fois, chez le singe, dans le cortex préfrontal et dans le cortex cingulaire, où vous voyez que l'activité rampante peut être vue, mais sous certaines conditions. Donc vous pouvez la voir dans l'attente d'un stimulus, dans le début d'un stimulus. Vous avez de l'attente, effectivement, à la fin du stimulus, mais aussi lorsque le singe va émettre une réponse. Donc il existe une activité rampante pour la notion plus d'expectation et d'anticipation, pardon. Ici, il s'agit d'une activité qui a été enregistrée chez l'humain en EEG et présenter un son qui a été de nombreuses fois présenté avec un stimulus visuel va également évoquer une anticipation de l'activité, cette fois-ci plus localisée dans les aires sensorielles. Donc se pose la question de ces activités rampantes. Jenny Cool a fait quelques études sur ces aspects-là, et en fait, d'autres aires semblent être importantes au niveau de l'encodage temporel. Par exemple, vous avez la réplication ici de l'aire prémoteur qui effectivement montre une activité rampante quand on prête attention au temps cette fois-ci, donc pas nécessairement quand on est en train d'encoder une durée, mais simplement le fait d'attendre quelque chose à une durée donnée. Et également dans les aires pariétales, ici dans l'aire pariétale, intraparietal sulcus, qui est également impliqué dans l'expectation temporelle. Chez le singe, pareillement, il y a des évidences assez fortes dans le cortex pariétal. Donc ici, vous avez par exemple une tâche de discrimination de durée chez le singe, qui est parfaitement capable de faire ça. Et en enregistrement dans le pariétal, on observe également des activités qui semblent délimiter en fait les durées que le singe doit encoder. Par ailleurs, je voudrais juste mentionner rapidement qu'il existe d'autres modèles. Donc, bien que l'horloge interne, évidemment, les données que je vous ai montrées ne sont pas totalement ne vont pas totalement à l'encontre de l'horloge interne, puisque l'horloge interne aussi prédit d'avoir une communication avec le cortex entier. Donc une chose qu'on pourrait dire, c'est que ces activités rampantes sont effectivement essentielles à l'encodage du temps, mais elles ne sont peut-être pas localisées dans une région particulière du cortex. Le modèle, un autre modèle prominent ou qui a été développé dans la dernière décennie, c'est de considérer que le temps émerge en fait des propriétés dynamiques d'un réseau neuronal. Donc c'est un modèle, par exemple, qui a été proposé par Dean Buono-Mano. Et ici, vous avez différentes durées avec des réponses neuronales, et vous voyez que le type de réponse ou la qualité des réponses est très différente, même si à chaque fois, elles encodent certaines durées. Donc dans ce type de modèle qui est un peu plus abstrait, l'idée est d'essayer d'extraire en fait les états transitoires qui sont dans le réseau de neurones.
Donc il existe un modèle qui a été fait. Et ici, par exemple, vous avez une illustration de ce qui est fait avec ce genre de modèle, c'est-à-dire qu'on entraîne un réseau de neurones sur une durée particulière. On en extrait les 3 composantes principales qui expliquent les dimensions temporelles de ce réseau. Et on a une représentation, cette fois-ci en 3 dimensions, qui donne une trajectoire en fait, de la dynamique de ce réseau. Et l'idée ici, c'est que le temps serait naturellement ou une propriété émergente de ce type de système. Et donc, ce ne serait pas une horloge centralisée, mais vraiment une horloge. En fait, le cerveau serait une somme d'horloges distribuées. Voilà, alors il me reste que quelques minutes pour finir un peu sur les approches dont je n'ai pas parlé, parce que jusqu'à présent, j'ai montré beaucoup de l'aspect très bas niveau des neurosciences pour l'encodage du temps. Mais l'idée, éventuellement, donc ce dont je vous ai parlé, c'est essentiellement l'encodage événementiel, la logistique temporelle, c'est-à-dire la caractérisation au niveau des neurosciences, mais éventuellement, on aimerait comprendre quel est le temps conscient et comment on se représente le temps à un niveau beaucoup plus haut. Et l'idée, c'est effectivement d'avoir potentiellement un réencodage de cette information qui arrive potentiellement par des propriétés émergentes dans un système qui est un peu plus symbolique chez l'homme, évidemment. Alors, il n'y a pas énormément de données en réalité. Je vais simplement pointer sur une compilation qui a été publiée par Stanislas Dehaene et Elizabeth Brannan sur le Space-Time and Number in the Brain, et aussi un article qui vient d'être sorti chez les bébés. L'idée ici, c'est de voir que ce soit le temps, l'espace ou les nombres, on va avoir des quantités à donc quantifier, et qu'il pourrait exister notamment au sein du système pariétal une manière d'encoder ces informations dans un système de magnitude générale. Donc il y a très peu de données pour le moment, mais ça semble assez prometteur avec des interférences entre les différentes magnitudes et les différents systèmes de magnitude. Donc je vais passer quelques slides, je suis désolée, je vais passer un peu cet aspect-là. J'aimerais en fait vous donner un peu les différents points qui peuvent être faits qui peuvent être adressés dans le cadre de l'expérience du temps. Donc par exemple, ici, on a des études qui sont faites du point de vue de la linguistique pour essayer de comprendre si la culture ou si le langage va avoir un impact sur la manière dont on encode le temps d'une manière plus abstraite. Il s'agit de 2 populations de personnes ici, des Anglais et des Israéliens ou des Hébreux, ou qui ont la langue Hebrew speakers. Et la tâche dans ces études-là qui était demandée, c'était d'ordonner ces événements dans le temps. Et en fait, on se rend compte que les temps de réaction sont beaucoup plus courts lorsqu'on présente les événements dans l'ordre de l'écriture de ces participants. Donc, en fait, chez les Anglais, ils préféraient avoir ce qui était avant et après, à gauche et à droite respectivement, alors qu'en hébreu, on préfère avoir après et avant, gauche-droite, donc l'inverse. Enfin, juste une dernière étude qui est actuellement en cours au sein de notre équipe, c'est la projection mentale dans le temps. Donc on essaie d'aller cette fois-ci complètement au plus haut niveau de représentation, donc métacognition, où on demande aux participants de se projeter dans un lieu spatial et dans un temps particulier. Donc, par exemple, ici, on demande aux participants de s'imaginer à Dubaï dans 10 ans. Et on leur pose des questions. Donc ici, on est censé avoir une cartographie cognitive mentale de ce qui pourrait se passer. Et on leur demande ensuite de faire soit un voyage dans le temps. Donc, est-ce que l'ouragan Katrina a eu lieu avant ou après, là où vous vous situez maintenant mentalement, ou est-ce que l'ouragan Katrina est à l'est ou à l'ouest de là où vous vous situez mentalement? Donc, on est en train de faire beaucoup d'analyses sur ces données-là, qui sont à la fois en IRM et en magnétoencéphalographie, donc on n'a pas encore les données. Je peux vous donner les données perceptuelles, c'est qu'effectivement, les temps de réaction vont être affectés par les projections mentales. Donc, lorsque vous faites la tâche et qu'on vous a demandé de vous projeter à Dubaï ou dans 10 ans, vous êtes effectivement plus lent que si vous êtes actuellement à Paris maintenant. Et le deuxième effet est que les temps de réaction, les différences de temps de réaction dans cette tâche sont spécifiques à la question qu'on vous pose, c'est-à-dire si on vous a posé une question dans le temps ou si on vous a posé une question dans l'espace. Donc je vais, je pense, m'arrêter là. Et je vais remercier les personnes qui ont contribué aux travaux que je vous ai montrés, qui sont en caractère gras ici. Voilà, merci.